Salut Antoine. Bonjour Rémi. Bonjour Antoine. Nous sommes devant le ministère de la Santé. Demain a lieu les conclusions du Ségur de la Santé, donc suite à cette crise du coronavirus, et nous exigeons l'annulation des dettes et un financement public de la santé. On va y revenir. Mais déjà, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ça fait plus d'un an qu'il y a le comité interurgence en fait, qui s'est mobilisé, qui est entré en grève pour dénoncer en fait la saturation de l'hôpital public. Et ils ont été rejoints 6 mois après le début de leur lutte par le collectif interhôpitaux. Là, c'est plus des urgentistes, c'est plus des infirmiers, c'est les médecins, c'est les professeurs, c'est des personnalités du domaine médical qui ont rejoint les rangs de la mobilisation, donc avant la crise du coronavirus. Et là, on a eu cette crise et les gens en fait ont été confinés à domicile et on leur a dit de ne pas aller chez leur médecin. Mais ça, c'est deux choses en fait qui ont été faites parce qu'il n'y avait pas les masques. Donc du coup, on a mis l'économie à l'arrêt et en fait, on a dit aux gens de prendre un Doliprane. Donc on se retrouve dans une situation où en fait, on n'a pas pu avoir un suivi réellement de cette maladie et savoir en fait ce que c'était. On a considéré que c'était une grippe, voilà, et sans considérer l'originalité de cette maladie. Donc maintenant, en fait, on se retrouve avec donc, le défaut d'application du plan pandémie grippale de 2011 qui prévoyait que ce soit les premières lignes, les médecins qui soient mobilisés. On n'a pas eu ça faute de masques. Et donc, avec un défaut de moyens, masques, médecins, donc ça c'est bon, on l'a dit, de tests, d'appareils radiologiques et bien sûr de respirateurs artificiels, en fait, on a un défaut de diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pu connaître ce qu'était la spécificité de cette maladie. Au départ, on savait qu'il y avait les pertes d'odorat, la gueusie, c'est la perte du goût. Maintenant, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des complications avec des pertes de mémoire, des pertes de capacité de concentration chez les gens. Et en fait, on a été incapable de connaître les spécificités de cette maladie, de l'étudier. Et ça, c'est la première chose, il faut connaître dans un premier temps. Avant de discuter de traitement, de chloroquine ou autre, même, c'est même pas le débat, savoir si c'est la bonne chose. En fait, il y avait une question de moyens pour connaître, déjà. Ça, c'était la base, fondamentalement. Le doigt mouillé ne suffit pas. On peut pas connaître comme ça ce que va être l'avenir juste en mettant son doigt dans le vent, là, ça c'est sûr. Donc du coup, en fait, on a eu des milliers de décès, là c'est 30 000 décès quand même en France. On a eu des plans de licenciement maintenant qui se profilent, avec Renault 5000 emplois, Airbus 5000 emplois, les sous-traitants ça va être en cascade une hécatombe. Et une précarisation en fait en particulier pour les entrants sur le marché du travail. Et du coup, ce qui semble assez essentiel en fait de ramener avec cette crise, c'est que la santé, c'est un domaine régalien. C'est-à-dire que l'État en fait doit être engagé dans la santé à 100%. C'est pas une affaire de rentabilité. Donc en fait, ce qu'on exige en fait, c'est des moyens pour l'hôpital et surtout une augmentation du niveau de vie, parce que ça c'est la première mesure barrière quelque part contre les épidémies, c'est que les gens soient en bonne santé. Donc qu'ils aient une bonne alimentation, qu'ils aient des logements sains aussi. Il y a tous les scandales de l'amiante, même dans les collèges, des choses comme ça. Je veux dire, ça c'est ça les gestes barrières d'abord. C'est déjà ça. C'est énormément d'argent en vérité. Je vous l'ai dit, donc les conclusions du Ségur de la santé, c'est demain. Aucun changement significatif est attendu. Toutes ces questions-là ne sont pas adressées évidemment. Ce qui a été par exemple pointé du doigt par le collectif interhôpitaux et le comité interurgence, ça a été en fait de dire qu'il faut une suppression de la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité. C'est-à-dire que depuis 2009, c'est la loi Bachelot et dans les hôpitaux on appelle ça la loi scélérate. La loi scélérate, en fait, on traite les symptômes, on va rentrer tous les gestes qui sont réalisés par symptômes, par activité médicale sur un patient, et les hôpitaux se voient octroyer de l'argent en fonction de chaque geste qu'ils ont réalisé. Et alors qu'avant, ce qu'il faut retrouver, c'est un forfait pour la personne et arrêter de saucissonner les gens en maladie. Et surtout, ce qui est grave avec ça, c'est toutes les maladies chroniques ou les polypathologies, c'est des soins extrêmement divers. Et là, du coup, on se retrouve avec un amoncellement de paperasse et un temps perdu en fait pour aller chercher donc ces tarifications par l'État. Et donc le collectif interhôpitaux, dès sa fondation en septembre 2019, a pointé la question, et en octobre ils sont entrés en grève administrative, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait une grève du codage informatique
de la tarification, c'est-à-dire ils ont arrêté de renseigner chaque geste, ils ont dit tant pis, on va faire exploser le système comme ça, tant pis l'argent ne rentrera plus, mais nous on va se concentrer sur notre mission médicale et on va dénoncer ce système-là. Donc c'est tous les chefs de service de la PHP, hein, Assistance publique hôpitaux de Paris, et d'autres en France, qui sont rentrés dans cette grève administrative. Donc c'est une démission massive des fonctions administratives des cadres de santé. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de fort. Il n'y a pas eu de réaction. Et avant la crise. Avant la crise, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Maintenant, on parle d'un Ségur de la santé, on ne va pas traiter cette question-là. On ne va pas remettre la loi scélérate en question. La loi scélérate, c'est aussi la nomination des directeurs d'hôpitaux, c'est-à-dire donc ceux qui sont au-dessus des chefs de service, par les agences régionales de santé. C'est-à-dire que ce n'est plus une nomination par les pairs au sein de la communauté des médecins, de la communauté médico-scientifique, c'est une nomination de comptable. Par exemple, le directeur de la PHP, il y a eu le manager de chez Danone à un moment donné. Voilà, c'est quand même, voilà, on traite les gens comme des pots de yaourt, comme dit l'autre. Voilà. Ouais, c'est ouf. Ensuite, c'était Martin Hirsch, donc l'hyper replacement, disons, de quelqu'un qui passe à gauche, à droite, vraiment un opportunisme politique incroyable, et qui lui, pareil, a complètement fermé les écoutilles sur la demande en fait de la fin de la tarification à l'activité. Et je vais vous citer une anecdote parce que vous savez le fameux professeur Perron, chef de service à Garches, qui a fait polémique pour ses positions sur le choix du traitement. Je dirais ici c'est pas la question, parce que ce qu'il dit quand même Perron et qui a été mis sous le tapis par les journalistes et par tous ceux qui l'attaquent sur son choix de traitement, moi ça me regarde pas, hein, c'est lui le médecin. Mais ce qu'il dit là, moi ça me regarde, parce que là il y a un problème. Alors je vais vous donner la citation de Christian Perron dans son livre. Alors il parle en fait des formations, des formations au management, des formations à la gestion financière pour les cadres. Et lui a été une de ces formations, par des formateurs d'HEC. Chaque service est censé produire des points d'activité qui doivent être récompensés par une augmentation du budget. Quand on a expliqué à nos profs de HEC que si on augmentait notre activité, on coûtait trop cher à la Sécu. Du coup, la Sécu réduisait automatiquement le prix du point. Ils n'en ont pas cru leurs oreilles. Et à la fin de la formation, c'était les chefs de service qui apprenaient aux profs d'HEC comment fonctionnait l'économie hospitalière post-loi Bachelot. Voilà, si vous voulez, c'est ça en fait. C'est qu'on leur a fait croire qu'ils pourraient aller se financer en jouant le jeu avec cette tarification d'activité. Et en fait, c'était une façon de comprimer les coûts et de fliquer en fait. Fliquer le moindre geste médical, et de chasser toutes les pathologies lourdes finalement, parce que ça revient à ça. On ne peut plus prendre en charge correctement les pathologies lourdes. Alors, il y a autre chose. Il y a plus que donc, cette tarification, il y a plus que ces formations au management. En fait, tout ce système-là, comment on en est arrivé en fait à cette grève? Eh bien, c'est parce que en fait, les hôpitaux ont 30 milliards de dettes. Ça, c'est depuis 2014, hein, c'est à peu près stable. Donc à partir de là, on a commencé à chasser les coûts partout. Et en fait, cette dette, elle est contractée auprès des marchés financiers. Mais je vais y revenir, mais je vais quand même vous dire qu'en fait, ça oblige à 2,5% par an l'hôpital public à payer 840 millions d'euros par an au marché financier. 840 millions d'euros par an. Alors, le budget de l'hôpital en France, c'est 84 milliards par an. Comment c'est financé? C'est financé par les cotisations sociales. Et déjà, en fait, en 2009, ce qui a mis le feu aux poudres, et là, ils travaillent, hein, ils sont... vous voyez, ils travaillent. Ouais. Eux, ils travaillent, voilà. Eux, ils travaillent aussi. En plus, c'est la pédiatrie, tout ça, donc voilà. On n'est pas tous égaux, il y a des enfants qui sont malades, et voilà, c'est exactement cette question de la rentabilité, c'est qu'en fait, on doit rétablir une inégalité face à la nature, et c'est ça la vraie conception de la santé. C'est pas de commencer à trier les gens qui sont moins favorisés par rapport à la maladie, justement. Donc, voilà. Donc c'est 84 milliards par an, financés par les cotisations sociales. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'en 2019, donc, la sécurité sociale était excédentaire. Il n'y avait pas de trou de la sécurité sociale. 11 milliards d'excédents en 2019. Le gouvernement
s'est déchargé du minimum vieillesse en 2019. Il s'est déchargé du financement du minimum vieillesse sur la sécurité sociale. Donc il a recréé artificiellement le trou. Et après, comme ça, on prolonge depuis 2014 les coupes. Alors en 2018, c'était 405 emplois à l'assistance publique au hôpital de Paris qui ont été supprimés. En 2019, c'était près de 800 qui ont été supprimés. Et c'est là que le comité interurgence en fait s'est mis en grève en fait. C'est par rapport à ce type de politique. Donc en fait, on charge avec des charges en plus en fait la sécurité sociale. Et en fait, on coupe les cotisations parce que en fait, il n'y a pas un État stratège qui organise le plein emploi, donc il y a moins de cotisations. Et là, c'est là que je voulais revenir quand même, cette question des 30 milliards. Donc, ok, voilà, il y a un trou dans la cotisation, dans la caisse de la sécurité sociale depuis 2014, 30 milliards. L'État, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se fait qu'on emprunte au marché financier? Et ça, en fait, ça remonte à 96. Donc c'est sous Chirac. Et en fait, on a dit, la sécurité sociale, quand il y a un trou, elle a une obligation, c'est d'aller chercher le reste sur les marchés financiers. C'est resté différent. Vous allez être sage, hein, vous allez être sage maintenant. Parce que derrière, en fait, vous allez payer, quoi. Vous allez payer cher. Du coup, depuis 96, bah oui, avant c'était différent, tout à fait. Bah, avant, il y avait l'argent qui rentrait dans les cotisations. Il n'y avait pas le chômage de masse. Il y avait un État stratège. C'est encore un sujet autrement complexe, mais c'est ça, c'est que depuis 96, donc la sécurité sociale emprunte auprès de traders. Elle-même embauche des traders, elle a sa propre salle de marché pour négocier ses emprunts et renégocier ses emprunts. Faut qu'on la trouve cette salle. Hein. Si quelqu'un sait où elle est. J'ai posé la question là tout à l'heure, c'est dans quel bâtiment, etc. J'ai pas eu de réponse. Je pense qu'ils sont un peu hagards en fait. Mais si quelqu'un connaît où c'est, qu'ils nous le disent. Qu'ils nous le disent. Et voilà, donc en fait ça c'est la CADES qui est chargée donc de gérer en salle de marché la dette de la sécurité sociale. Donc c'est la CADES, c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Voilà. Et donc en fait on rentre dans une logique où on est totalement soumis à la logique de marché financier, qui est la logique de rentabilité. Donc encore une fois, polypathologie, maladie chronique, maladie orpheline. Aïe 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 aïe. C'est pas vers plus de solidarité, de correction des inégalités qu'on se dirige, clairement. Un point sur du coup en fait tout simplement ce qu'on exige en fait. C'est que en fait face à ce triage, parce que c'est la logique en fait des marchés financiers, solidarité et progrès. Donc le parti de Jacques Cheminade, nous sommes venus exiger l'annulation de ces 30 milliards de dettes de l'hôpital. Et nous sommes venus exiger en fait que la santé soit un domaine régalien, c'est-à-dire que l'État soit totalement investi dans le financement de la santé, soit directement, soit indirectement en créant les conditions à travers les cotisations sociales, à travers les cotisations sur le travail, et comme c'est actuellement le cas, ce qui est tout à fait normal. Et la question en fait c'est de reprendre une souveraineté vis-à-vis des marchés financiers, c'est-à-dire que plutôt que de laisser l'argent être créé par des banques centrales qui vont le transmettre à des banques privées et à travers les marchés financiers, l'hôpital et l'État va pouvoir accéder à cet argent, c'est une question souveraine de créer soi-même l'argent pour financer la santé. Évidemment, face à la puissance des marchés financiers, la France ne peut pas le faire toute seule. Donc ce qui est clé, c'est qu'il y ait un nouveau Bretton Woods. Donc il faut réunir essentiellement les États-Unis, la Chine. Et la journée internationale, c'est ça. Comment ? La journée internationale, c'est... La journée internationale à laquelle nous participons, en fait, c'est ce contexte-là. C'est qu'on est mobilisé aujourd'hui pour, dans le cadre de la sortie de crise des infrastructures sanitaires, recréer un système financier où les États aient la main. D'où l'importance d'avoir les deux principaux, les États-Unis et la Chine, plus évidemment la Russie et l'Inde pour des questions géopolitiques et de pouvoir faire tenir cet ordre dans quelque chose d'international. Où en fait, donc ce nouveau Bretton Woods se basait sur du crédit à long terme pour l'infrastructure sanitaire. Et à ce titre-là, je voudrais quand même vous donner 2-3 questions qui ont été soulevées dans la pétition, une pétition en fait
d'un organisme ami qui s'appelle l'Institut Schiller, et où en fait on pose la question, quelles sont les perspectives pour les nations moins développées dans le cas de la crise sanitaire? En effet, comment peut-on se confiner chez soi pendant des semaines quand on est tributaire d'un revenu au jour le jour pour subvenir aux besoins de sa famille? Comment peut-on se laver les mains correctement sans eau propre? Et alors que la grave souffrance causée par le coronavirus capte toute notre attention, on pose la question, mais qu'en est-il des 800 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année de maladies diarrhéiques? Ça, c'est un véritable scandale. Et comment assurer la santé de centaines de millions de personnes qui sont actuellement frappées par l'insécurité alimentaire et qui vont être frappées du fait des conséquences économiques. J'ai dit en France, c'est une précarisation, des licenciements en pagaille. Il y a des pays en fait où le revenu passe essentiellement dans l'alimentation. Donc là, c'est des gens en fait qui ont un revenu au jour le jour et qui sont directement impactés par cette politique criminelle. Donc disons, si vous ne pensez pas que c'est une politique criminelle, regardez ce qui se passe de l'autre côté du monde. Regardez chez vous, bien sûr. Ça commence quand même à être assez visible. Il suffit de sortir dans la rue pour le voir. Mais regardez ce qui se passe de l'autre côté du monde. Donc quelque part, j'ai envie de reprendre les mots de cette pétition de l'Institut Schiller que je vous invite à signer, pétition pour la mise en place d'une infrastructure sanitaire mondiale, évidemment, sur le site de l'Institut Schiller. Et ils disent bien sûr, notre dignité commune de membres de l'espèce humaine nous appelle à coopérer pour éliminer la pauvreté. Donc coopérer, c'est le fameux nouveau Bretton Woods, grâce au développement. Le monde entier doit être mis à l'abri des maladies qui nous menacent tous. Voilà, donc architecture financière pour renverser, nouvelle architecture financière pour renverser le système financier de la City de Wall Street. Et je vous invite aussi à prendre connaissance, excusez-moi, de ce dossier, la feuille de route que nous avons réalisée, feuille de route pour la sortie de crise. Soyons résolus de ne plus servir l'oligarchie, réparation, reconstruction, refondation, où là est détaillé par le menu. Alors je montre un peu le menu. Toute la question. Fais-nous voir le menu. Toute la question en fait de l'assainissement du système financier, avec la séparation des banques. Toute la question de l'annulation des dettes, de la mise au pas donc de ce système de la City de Londres et de Wall Street, et bien sûr évidemment d'un système de banques qui crée la monnaie pour l'infrastructure sanitaire mondiale. Des banques nationales qui coopèrent avec des crédits à long terme, voilà, et pas du nano frequency trading, voilà, et une gestion ambulatoire de la santé et de la finance. Il faut retrouver du crédit à long terme. Voilà, donc je pense que ce qui est assez clé, c'est que il faut arrêter de saucissonner les sujets. Évidemment, le collectif Interhôpitaux, le comité Interurgence ont raison, il faut augmenter de 300 € les salaires, toutes les carrières. Il faut redonner de l'attractivité en fait pour tous les métiers médicaux et engager les jeunes dans ces métiers-là, évidemment. Mais on ne peut pas traiter à l'activité politique en disant on va aborder tel ou tel sujet. La question elle est bien globale, c'est le patient. Là, c'est l'économie en fait qui est sous perfusion, qui est en train qui ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Et toute la question en fait, c'est l'annulation de ces dettes et un nouveau système de crédit à long terme. Autrement, on traite les pathologies une à une. Et c'est pas la bonne démarche, et ils le savent. Les médecins le savent, les patients le savent, les gens commencent à le savoir. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut réellement en fait, s'équiper avec cette feuille de route en disant comment on procède globalement. Une médecine économique globale et politique. Voilà un peu ce que j'avais à dire, Rémi. Super. Sur ça. Et voilà, là on a fini de tracter. Et voilà, on est venu avec 500 tracts, il y a de bonnes réactions. Les gens réagissent sur cette question de la dette, ça c'est clair. Ouais. Ils ne savent pas par quel bout le prendre. Donc encore une fois, armez-vous pour en parler. Super.